Du coup, là on a pas mal de choses à voir. Hier on avait vu en fait qu'il y avait des plantes qui étaient très productrices de matière organique. On avait fait le calcul avec le tournesol géant et puis on avait apparenté d'autres plantes qui pouvaient jouer le même rôle. Tournesol géant, amarante géante, tout va être géant en fait, hein, c'est vraiment le but. Maïs géant. Et puis si on est dans un climat chaud, ou dans le sud de la France ou sous serre, le sorgho, qui n'est pas géant, mais le sorgho qui va produire beaucoup de biomasse. Pour l'instant, c'est les 4 candidats d'annuels qu'on a pour produire notre matière organique. Maintenant, l'idée, c'est comment je l'intègre dans un calendrier de culture pour avoir toute l'année ce que je dois produire en matière organique et ce que je dois produire comme légumes. Charles, ouais. Tu situes juste un titre, est-ce que tu vas nous expliquer pour la cohérence de mon écrit? Gestion de la fertilité, calendrier de culture et rotation. Donc en fait l'idée, je vais le zoomer, et puis on l'a surtout imprimé, vous allez la voir. Donc l'idée dans tout ça, c'était de prendre les références dont je vous ai parlé hier, John Jevons, production de biomasse, on a vu, maraîchage solvant, Konrad Schreiber, avec des bactéries particulières, donc maintenir cet état spécifique pour avoir les bactéries fixatrices libres, sinon en gros ça marche pas. Hein. Là toute la théorie elle est basée sur un sol à plus de 5% de matière organique, etc. Et puis de prendre le découpage de Jean-Martin Fortier pour ses rotations sur 10 ans, ce qui nous donne en gros quelque chose de ce type qu'on a imprimé avec Fabrice et qui va vous aider à vous organiser. Donc l'idée, donc là il n'est pas entier le truc parce que sinon vous n'arrivez pas à lire. En gros il y a 10 jardins, je fais sur 10 ans, on intègre la biomasse et des cultures d'engrais verts dans nos cultures. En gros il va falloir switcher de manière de penser. Vous ne faites pas des légumes et un peu d'engrais verts, c'est un peu comme avec la biodiversité. On ne fait pas un jardin, puis après on laisse un peu d'espace pour la biodive. C'est d'abord la biodive et après je fais ma vie, parce que j'en dépends. Et puis là c'est pareil, des engrais verts, que ce soit des engrais verts de biomasse pour la matière organique ou des engrais verts divers qui vont servir en fait à structurer à maintenir une structure du sol et à continuer à nourrir la vie du sol en hiver. Et en fait on va essayer de cultiver entre ces engrais verts. Et en fait, les engrais verts deviennent les cultures principales et on fait à l'intérieur, on fait du légume. Parce que c'est de nos engrais verts que va dépendre la culture d'après. Si vous ratez une culture d'engrais verts d'hiver et que votre sol est mal enraciné, ça va se tasser, il y aura moins d'aération, moins de minéralisation, moins de production. Donc du coup, il faut juste changer de switch, changer de manière de penser et puis se remettre un peu comme ça. Donc si on essaye de lire le tableau, tout ce qui est en jaune, c'est production de biomasse, sauf ici, en fait, ça c'est issu d'un tableau que j'ai fait pour les maraîchers pros, et eux, dans leur impératif de production, il y avait des poireaux carottes qui devaient rentrer à un moment, et qu'on n'avait pas calé. Donc ça, c'est une ébauche de solutions qu'il va falloir tester, améliorer, réfléchir. Enfin voilà, moi j'ai pondu ça il y a 1 an et demi, une nuit d'insomnie, tu vois, en 2 heures, après avoir regardé un truc sur Schreiber qui m'avait titillé. On l'a retravaillé un peu avec les maraîchers avec qui je travaille, avec mes copains, pour l'adapter à leur truc, voir si c'était pas déconnant non plus. C'est un tableau qui s'applique à ce qu'on appelle le plein champ, donc c'est pas pour les serres, il faudra réfléchir des systèmes spécifiques aux serres ou intégrer la production sous serre là-dedans. C'est pour ça que les solanacées, il n'y a pas, donc les tomates, aubergines, tout ça, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a qu'une moitié. Il n'y a qu'une moitié de jardin à un moment. Racines, crucifères, verdure, solanacées, cucurbitacées. C'est mélangé avec les cucurbitacées, puisqu'en fait, l'immense majorité de nos solanacées vont se faire sous serre. C'est ce que je considère pour un maraîcher pro, et qu'on fera que les pommes de terre à l'extérieur. Comment il se lit alors? C'est par exemple le jardin 1, il y a 2 colonnes jardin 1. Ouais, voilà. En fait, il faut le lire comme ça. Okay, et il y a 2 choses à comprendre. Donc on va faire un petit exemple et après moi je vais vous demander, donc on va essayer de le comprendre bien et puis après je vais vous demander de le mettre en application sur un peu des cas concrets, quoi.
Donc, je vous explique. Comment ça se lit. Ouais. Parce que moi, je sais pas si vous voyez, moi, Vous n'aurez pas à lire. Vous n'arrivez pas à lire. Ok. Ouais. Pas de problème. Le premier, voilà, super. C'est mieux là. Ok. De toute façon, on a besoin que de prendre un exemple. Donc, ça se lit comme ça. Première année, en fait, il y a la première partie de l'année, puis il y a une deuxième partie d'année, première partie d'année, deuxième partie de l'année. Et il y a des dates qui sont importantes. Donc, le jaune, production de biomasse, c'est ça qui va nous faire notre carbone. Ça va être fait par les plantes que j'ai citées avant, hein, maïs genre, sorgho, amarante et tournesol géant, qui sont des plantes qui produisent au moins 20 tonnes de matière sèche à l'hectare. Après, il faudra décider en fait si on les fait en mélange, si on les fait en rotation, etc. Tout ça en jardin particulier, moi j'aurais presque envie de dire en mélange. Ce sera plus joli, ce sera moins monotone, voilà. Il faut que ça donne envie aussi aux gens de le faire. Encore une fois, on est dans un cas où je calcule que je n'ai rien d'autre comme entrée que ce qui pousse sur ma surface de culture. Ce qui ne sera pas le cas dans la réalité, puisque vous aurez toujours un peu vous aurez vos haies, une partie de 30% de vos haies, etc. Même si c'est des petits apports, voilà. Et en fait, toute ma biomasse en jaune, ça me suffit comme matière organique. Tout est calculé pour que juste ça suffise, parce que les engrais verts ici, même poussés à fond, on sait que ça suffit pas. C'est 1/5 de ce qu'il faut. Donc, en fait, c'est des petits surplus, des petits backups, mais leur rôle principal n'est pas ça. Donc, 2 dates à comprendre. Ma biomasse, si c'est du sorgho, de l'amarante, du maïs et du tournesol, ben, j'ai des dates de semis. Okay, en gros, puis ça va dépendre de là où vous êtes. Mais chez moi, je peux pas trop semer avant le 15 mai en fait, parce que moi s'il y a des gelées, ça va pas le faire. Les jeunes pousses, ça va pas bon. C'est pas bon. Et puis, donc moi je considère que l'entrée, le semis, il y a les dates de semis, et puis après il y a les dates de destruction en fait. On est toujours en plein champ. Hein. C'est tout plein champ. Ouais. J'ai pas réfléchi le système serre, qui est quelque chose de plus compliqué. Des rotations spécifiques, on fait pas tous les légumes en pleine serre, pour le maraîcher professionnel par exemple, c'est un peu compliqué d'utiliser son espace de serre en été pour autre chose, mais ça peut se faire et ça devra se faire, mais il faudra quand même le réfléchir. Après, ça peut être aussi, la fertilisation de la serre peut être exportée du jardin, puisque là ici, avec un système comme ça, on est excédentaire. Normalement, on est excédentaire, on a une marge de manœuvre. Donc on pourrait réfléchir. Pour l'instant, je n'ai pas réfléchi. C'est plein champ, je pense que ça suffit déjà. Et qu'il faut tester en fait. Déjà, hein. pour comprendre le truc. Ouais. Donc il y a une date de semis des engrais verts. Donc les engrais verts biomasse. Moi je considère que c'est du 15 mai et puis dernier carat le 15 juin. Sinon ça va faire un peu tard. Ok ? Donc je sais que j'ai du 15 mai au 15 juin pour semer mes engrais verts de biomasse, soit mon sorgho, mon amarante, etc. Dans certaines régions, vous allez pouvoir pousser les semer avant. Hein. Moi je suis à 400 mètres d'altitude, on a des gels tardifs, voilà. Toi oui, chez toi oui. T'as pas de gel toi. Voilà, toi peut-être à partir du 15 avril, c'est ça. Ça dépend des endroits aussi. Voilà, Ça ouais. dépend où tu as plus de gelée que d'autres. Trouvez votre date. Allez voir les agriculteurs qui font du tournesol, hein, tout simplement. Vous fixez sur leur date. Voilà. Pour l'exemple ici, on va prendre 15 mai, 15 juin. En fait, pour l'exemple ici, on pourra avancer. Hein. Ouais, on pourra avancer. Parce qu'il gèle. Rarement. C'est le premier point. Ouais. Je vais mettre 1er mai pour être sûr. J'avance de 15 jours. L'important, c'est d'avoir gel, quoi. Ouais, l'important c'est d'être en gel. C'est des cultures qui n'aiment pas le gel et sinon ça fait prendre des mauvais départs ou ça les tue. Donc ce qu'on a envie c'est de faire de la biomasse. Ensuite, avec schéma culture, et là, encore une autre fois, un truc intéressant à comprendre, c'est que j'ai une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir détruire mon engrais vert. L'objectif étant de faire de la biomasse. Si je l'ai semé le 1er mai, bah, clairement en fait vers le 15 ou le 20 août, j'ai plus de 85% de la biomasse qui est faite. Après, ça va être de la maturation, plutôt la formation des graines, ou des épis, ou la fin. Donc en gros, comme je veux de la biomasse, bah, moi je considère que la destruction de biomasse, à partir du 20 août, en tout cas chez moi c'est un peu comme ça, si je les semé tôt, à partir du 20 août, c'est un peu tôt, on n'a pas toute la biomasse, mais après ça dépend de ce qu'on va mettre derrière, quoi. En fait, l'idée c'est d'avoir une fenêtre de semis et de destruction et que je vais pouvoir jouer avec en fonction des légumes que je vais mettre derrière.
Donc du 20 août, et puis après je peux laisser sur pied en fait jusqu'au mois d'octobre, quoi. Jusqu'au 1er octobre, ça peut rester sur place. Alors peut-être on aura des problèmes de pourrissement, de grains, etc. Mais si je laisse mes tares, etc., en gros, en laissant sur place, je risque pas grand-chose. Si ça m'intéresse de laisser sur place et de récolter tous les grains de maïs, de tournesol et d'amarante, ce sera sûrement prêt avant, hein, on est ok. Mais en tous les cas, moi mes tournesols, si j'ai jusqu'au 1er octobre chez moi, j'ai pas de soucis, quoi. Le pire, c'est les oiseaux qui mangent les graines. Mais en tous les cas, c'est possible. Donc voilà, on a cette fenêtre-là où je sais que je suis un peu tranquille. Deuxième fenêtre qu'il faut intégrer, puisqu'on cultive des légumes entre les engrais verts, c'est ça la technique, les engrais verts d'hiver. Et alors, là, de l'année 1 biomasse, tu passes à engrais vert d'hiver ou à crucifère? Non, je passe à crucifère, ouais, bien sûr. Mais je veux d'abord vous donner les fenêtres de semis et de destruction, puisqu'on joue à l'intérieur de ça. À l'intérieur de ça, il faudra placer ces trucs-là, quoi. En fait, vous verrez que c'est assez simple. Enfin, Quand tu parles de destruction, c'est destruction naturelle. de l'engrais vert. Ouais. Et ben il faut bien que si, imagine, j'ai une plate-bande de tournesol géant de 4 mètres de haut, puis je dois installer des crucifères derrière, donc des choux. Donc ce qu'on appelle la destruction, c'est comment je coupe mes tournesols, quand est-ce que je les coupe, quand est-ce que je les broie, etc., quoi. Et si c'était un engrais vert d'hiver, même chose, comment est-ce que j'élimine un blé, un seigle ou un triticale avec une veste, une févrole ou un pois, quoi. Qu'est-ce que t'appelles le triticale? Triticale, c'est un hybride entre blé et il me semble que c'est blé et seigle, mais je suis même pas sûr de deuxième, mais c'est un hybride de blé et de quelque chose. Blé et seigle. C'est donné pour les vaches et tout. Ça, au niveau production de biomasse, je pense que c'est entre le blé et le seigle. Sachant que la paille de blé, c'est celle qui fait le plus de biomasse, mais dans nos engrais verts d'hiver, on se fiche de la biomasse. C'est pas ça le but de faire un engrais vert d'hiver, chez nous. Oui, il y en aura un peu, mais c'est vraiment pas ça. C'est l'azote? Ça va dépendre de ton problème. Ça va dépendre si tu choisis de faire un engrais vert pour apporter de l'azote parce que c'est sur une terre où il manque de l'azote. Ça dépend si tu es sur une terre qui compacte facilement et tu as envie d'enraciner pendant l'hiver pour pas que ça compacte avec les pluies. Donc dans ces cas-là, tu prendras des févroles qui feront les deux. Azote et super enracinement. Tu prendras du blé ou des seigles qui vont bien travailler ton sol. Pas cette truc-là, voilà, tu prendras ce genre d'engrais vert si jamais il y a besoin. J'ai un petit doc sur les engrais verts que je vous ferai. Et du coup, la période. Luzerne, c'est vivace. Ouais. La période des engrais verts, là, du coup, il faut déterminer à quelle période on sème. Alors, la période, elle est connue, ça va. On a pareil, une période de semis qui va, moi je dirais, au plus tôt du 1er septembre. Et puis selon les régions, vous pouvez, et selon les engrais verts, jusqu'au 15 novembre, sachant que chez moi, par exemple, dès que je sème après le 1er novembre, les résultats, ils sont pas terribles, quoi. Donc, entre le 1er septembre et le 1er novembre, vous êtes sûr. Je mets le 15 novembre parce qu'ici, vous allez pouvoir aller plus loin, il fait plus doux, en fait, hein, tout simplement. Alors que chez moi, ça va pas être ça. Et si tu ne peux pas au 15 août, par exemple, ton truc est libre au 15 août, j'ai des pommes de terre. T'attends 15 jours. En fait, c'est ça. Tout le jeu de... Là, c'est un truc de rotation que tu vas suivre un peu comme un guide. Mais à l'intérieur de ça, voilà, tu viens de finir tes pommes de terre ou tes oignons le 15 août. Et que, par exemple, donc là, on va se mettre sur cette truc-là. Donc là, c'est engrais vert. Par exemple, après la solanacée pommes de terre, je suis sur un engrais vert. Bon, là, j'en profite pour faire un super engrais vert. Je le sème tôt. Ça va me donner plus de biomasse que si je le semais tard. Je sème un engrais vert, un seigle ou un blé le 10 septembre, c'est pas le même que celui que je sème le 29 octobre. Au mois de mars, ça sera pas le même volume, quoi, ni le même enracinement. Donc j'en profite, au cas où j'étais dans ce cas-là, j'en profite pour faire un bel engrais vert, tout ça. Maintenant, si je vois pour mes oignons, les oignons, c'est liliacées. Ici, en fin d'année, non, je les aurais mis là. Non, je suis toujours sur un. Je continue sur un. Non, je pourrais en fait, je pourrais être sur un verdure racine ici. Et en fait, du coup, ce qu'il faudrait imaginer, c'est que je récolte mes oignons le 15 août. J'ai jusqu'au 15 novembre, grosso modo, pour essayer de caler une culture. Donc, si c'est en verdure racine. 15 août jusqu'au 1er novembre. Verdure racine, on a dans le groupe verdure racine, on a les salades, on a des carottes. Les carottes, c'est trop long, c'est pas le bon. Ce serait des carottes de conservation, c'est beaucoup trop long. Par contre, on a les choux chinois et les verdures asiatiques.
bah, le 15 août, je peux balancer un chou chinois que je récolterai. Au 1er novembre, je dégage et je balance mon engrais vert. On va essayer de caler comme ça un maximum de cultures. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on a une liberté, on a des fenêtres qui peuvent se... Voilà, on a... Verdure racine, ça veut dire verdure ou racine. Alors verdure racine, c'est, là peut-être il faut repréciser, c'est une famille spécifique qu'a créé Jean-Martin Fortier, donc il faut se familiariser avec ça. Je vous l'ai renvoyé hier, je vous l'ai précisé hier, je vais le réécrire là, les verdures racines, parce que c'est quand même important, mais c'est écrit dans le tableau que je vous distribue par groupe, parce que vous l'aurez pour ça. Et donc on a... Voilà, on a en gros les salades, les apiacées, donc les carottes, céleri, panais, apiacées. Là, je vous mets que les grandes familles, hein. C'est bon, c'est composé. Voilà, légumineuses, toutes les verdures asiatiques, donc les choux chinois, les moutardes asiatiques, voilà, choux chinois, moutarde asiatique, verdure asiatique, et puis les petites particularités qui sont un peu, voilà, c'est le chou de Bruxelles. Il y a 2 crucifères qui viennent s'y mettre en plus des verdures asiatiques. Chou de Bruxelles plus chou kale. C'est des choux qui sont pas gourmands, donc c'est pour ça qu'ils ont été décalés dans ces trucs-là. Voilà. Donc ça, il faut l'intégrer que dans verdure asiatique, c'est un groupe spécial que Jean-Martin Fortier a créé. Mais du coup, il est intéressant parce qu'il nous donne plein de liberté en fait. Et donc on va pouvoir ajuster quand on fait le calendrier de culture. Mais si je fais plus de légumineuses, plus d'apiacées, des panais, tout ça. Donc on va pouvoir ajuster. Ce qui est important de comprendre, c'est ces fenêtres de semis et de destruction. Ben, mon engrais vert d'hiver, je vais pouvoir, si vous regardez un peu le tableau, en fait, on enchaîne toujours un engrais vert d'hiver avec un engrais vert biomasse. Et en fait, c'est l'idéal parce qu'un engrais vert d'hiver, il va préparer le sol de manière idéale, beaucoup mieux par exemple qu'une mâche ou qu'un épinard ou qu'un radis noir, que j'aurais pu faire pendant l'hiver. Si je fais un engrais vert biomasse derrière, j'ai pas les conditions de sol idéales. Donc en enchaînant engrais vert d'hiver avec un engrais vert d'été de biomasse, ben, je vais favoriser ma production de biomasse. En fait, l'idée maintenant, c'est on ne fertilisera pas si on doit apporter du compost, par exemple. Enfin là, dans ce système-là, il n'y a pas besoin parce qu'on a avec des bactéries spéciales, mais pensez qu'en fait, la culture principale, c'est celle c'est les engrais verts. Donc si je devais fertiliser une culture, je fertilise mes engrais verts, puisque c'est eux qui aident à faire pousser derrière. Donc c'est pour ça, là, je ne fertilise pas ma planche de biomasse, mais je la prépare nickel avec des engrais verts d'hiver. Ok. Chez Jevons, qui était une des sources d'inspiration, on avait 60% du terrain qui était en biomasse. Là, on n'est à même pas 50%, parce que j'ai une année sur 4, une année sur 7, non, j'ai qu'une année sur 10 où en fait je ne fais même pas de biomasse, parce que je considère qu'on est en excédent un peu tous les ans. Okay, et qu'en plus ça servait pour mon maraîcher pour avoir plus de poireaux et de carottes, ça lui semblait essentiel. Destruction de l'engrais vert, bah, si je dois implanter mes cultures, c'est lié à ça, hein, du 1er mai au 15 juin, bah, c'est entre 15 jours et 3 semaines avant l'implantation de la culture. Donc en gros, destruction de l'engrais vert, si je dois semer le 1er mai, bah, le 15 avril, le 10 avril, il faut que je commence. Sachant que ça pose un petit souci, c'est que des fois, il y aura des repousses. Mais mes engrais verts d'été, c'est des plantes qui sont costauds, quoi. Elles poussent très très vite. Donc en gros, normalement, ça va prendre le dessus. 10 avril, et puis 1er juin, quoi. Et là, le 1er juin, c'est encore mieux de le détruire là, parce que j'ai fait plus de biomasse, il a commencé à faire les piaisons, à faire son épi ou sa fleur, et donc il est moins sujet aux repousses, quoi. Donc il est plus facile à détruire. Dans tous les cas, il faut prévoir 15 jours. 15 jours, 3 semaines, ouais. Ouais. Et des fois, faut, juste les pailles qu'on coupe et tout, ça suffit pas. Des fois, il faut rajouter soit de la vache, soit des feuilles, ce qu'on veut pour occulter un peu, hein, pour fatiguer un peu, quoi. Voilà, donc une fois qu'on a compris qu'on avait ces deux fenêtres-là, il suffira de suivre le tableau et de jouer avec les différents légumes dans chaque famille. Donc je vous ai sorti des trucs comme ça par groupe.
que ça va vous aider normalement. Je vous ai sorti parce que vous ne connaissez pas, vous, forcément, tous les temps de floraison. Donc mettez-vous par groupe là, comme ça on va commencer à travailler en groupe. Vous êtes déjà par groupe? Quasiment. Groupe quelqu'un? Hop. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça sur le canapé. Groupe quelqu'un et groupe autre. Ils prennent soin du Tac. Et ça, j'ai oublié de te donner ça. Ça, c'est donc, on va faire un exemple ensemble. Ouais. Il y a Mohamed qui veut poser une question? Ouais, donc j'attends l'exemple. Ok. Avec l'exemple, ça devrait aller mieux. Je vous ai prévu également, bon, je vous ai prévu ce qu'il faut pour faire l'exercice après. On fait ensemble, là, chacun des groupes, on va faire le jardin numéro 1. Et puis on va essayer de voir à l'oral ce qu'on pourrait faire. Donc je vais vous demander de chercher, c'est vous qui allez me proposer les trucs. Ça va vous faire la petite gymnastique. Et puis on va voir comment ça se passe. On va imaginer que notre jardin numéro 1, pour l'instant, ne contient qu'une seule planche de culture. Ok ? Dans l'exemple que je souhaiterais vous faire il y a 3 planches de culture par jardin, ce qui vous fera de la diversité de choux, ou de radis, ou de ce que vous voulez, dans les crucifères. Parce que là, on va en prendre 4. Donc si on prend le premier exemple, à quelle date je sème mon engrais biomasse? C'est pour vous mettre des trucs dans la tête, on va répéter un peu. Le 1er mai. Ok, le 1er mai. 1er mai, ici, chez lui. Donc si vous êtes ici, le 1er mai, c'est opportun de le semer. On sème notre engrais biomasse le 1er mai. Nickel, ça nous amène, je sais, là, ce qu'il faut que je regarde, c'est qu'est-ce que je dois faire après. Okay, et je sais que le après ne peut pas commencer avant le 20 août, un truc comme ça. Parce que sinon, j'ai pas assez de biomasse. Donc comme j'ai semé tôt, le 20 août, ça pourra le faire, on aura à peu près de biomasse. Maintenant, je veux que vous regardiez dans la famille des crucifères, les choux, les radis et les navets. Qu'est-ce que je peux mettre après le 20 août, puisque je dois faire une culture de crucifères. Et je rappelle que sont exclus choux de Bruxelles, kale et toutes les verdures asiatiques qui font partie des crucifères. Chou chinois, mizuna, les petsai, pachkoi, tout ça, là, c'est exclu de ma famille crucifère puisqu'il est dans verdure racine. Donc je veux que vous regardiez dans les choux, dans les radis, dans les navets, à partir du 20 août, qu'est-ce que je peux mettre? Et si vous aviez, peut-être il y a une autre option, c'est de dire, non, moi je pousse mon engrais vert jusqu'au bout parce que je vais récupérer les graines de tournesol, de maïs, etc. Donc vous avez le droit de me choisir des crucifères qui se plantent mi-septembre, par exemple. Parce que le 20 août, ce ne sera pas prêt, mi-septembre, ce sera prêt. Ah oui, alors, je pensais qu'il était mis. Il y a semis en orange, je pense, plantation en jaune et récolte en noir. Et il y a certains légumes où il y a un truc, c'est le stockage, type les courges, les oignons, etc. La légende, il faut mettre la légende sur le tableau. PC plein champ, SA sous-abri, sous serre. C'est quoi? Il faut plantation, je pense. C'est l'inverse. Non, c'est orange. Ah ok, alors. Semis en jaune, orange, plantation et noir récolte. Semis en jaune, orange plantation, noir récolte, et il y a un autre truc pour certains légumes type courge, oignon, conservation. Mais c'est écrit. Semis en jaune. Semis en jaune. Il faut vérifier parce que là. Mais c'est logique. Tu sais, mais en fait, tu plantes. Semis en jaune, plantation en orange, récolte en noir. Mais dans ton exemple, toi tu fais que du semis en direct en fait, tu fais pas des petits godets que tu vas après planter. Ok, donc c'est une bonne question. Dans un jardin où on cherche à faire de la production sur un minimum de surface, tout ce qu'on va pouvoir transplanter, il faut le transplanter. Il n'y a pas de... Parce qu'on va remplir les lignes de culture pile poil comme on veut, parce qu'on va prendre les plus beaux plants, et puis tout ce qui est toute petite graine qu'on ne peut pas transplanter, on va pas transplanter les carottes, on va pas transplanter les radis, on va pas transplanter, qu'est-ce qu'on va pas transplanter? Radis, carottes,
La mâche. Ouais, persil. Non, Des persil, salades. je dirais qu'on peut. Non, persil, je le transplante. La mâche. La mâche, on peut transplanter. Non, la mâche, nous, on transplante, mes maraîchers transplantent. Du coup, au début, tu nous disais qu'il n'y avait pas de serre, mais si, en fait, il y a une serre pour faire les semis. Enfin, c'est une serre à semis, mais ça s'applique pas à la serre à semis. Ouais, je pensais que Il n'y a pas de rotation dans une serre à semis, t'es dans du terreau. Non, non, mais c'est. Moi, je pensais que tu plantais tout graine par graine sur tes planches directes. En fait. Non. Parce que du coup, quand tu t'as dit on exclut la serre, pour moi, c'était aussi une serre à semis, la serre. Non, mais pour la culture. Non, c'est que ce tableau de rotation s'applique au plein champ, au jardin de dehors. Dehors, on va pouvoir planter des plants, sans problème. Il faut planter les plants. Tu vas pas semer du poireau en plein champ. Pareil, on ne sème pas du poireau en plein champ. On fait des semis. Si jamais, moi je conseille de les acheter, les plants de poireaux, parce que c'est vraiment chiant de les faire, comme l'oignon, mais il y en a qui sont méticuleux, etc., qui arrivent bien à le faire, c'est des choses qu'on va planter, quoi. Donc plus vous pourquoi on plante les choses? Ben oui, on a des lignes plus complètes, on prend les plus beaux, mais c'est surtout pour arroser, par exemple, si vous semez, on parle de choux là, si tu vas faire ton semis en pleine terre, par exemple ici, tu vas commencer le 15 ou le 20 août, donc tu commences tôt, puis un mois après, le 20 septembre, ton chou, il est grand comme ça. Ta ligne de semis, elle est plus ou moins correcte, plus ou moins complète, manger, pas manger. Puis c'est surtout que pendant un mois, tu auras dû arroser, c'est-à-dire que ta planche elle fait 10 mètres de long, tu as passé je sais pas combien de centaines de litres d'eau. Alors qu'en fait, pour faire on a 3 choux sur 1 mètre, pour faire 9, on va dire, pour faire 9 ou 10 choux, que tu vas planter sur ta ligne de 10 mètres, il t'aurait fallu en pépinière un espace grand comme ça, et qui aurait coûté peut-être sur les 1 mois à peine une dizaine de litres d'eau, quoi. Donc on économise de l'eau, du temps, et puis si tu sèmes ici, tu es obligé de couper le 20 août. Alors que si tu sèmes en pépinière et que tu vas replanter, en fait le 20 septembre, tu as gagné tes graines de tournesol, ton épi de maïs, etc. Donc il faut toujours penser, dès qu'on peut planter, on plante, c'est beaucoup plus efficace que de semer, surtout sur la petite surface. Puis il y a des graines qu'on peut pas faire, quoi. On peut pas semer carottes, on peut pas planter carottes et radis, quoi. Ok, ça va pour le semis, donc pensez toujours en plan au maximum, et puis semis temps en temps. Si vous n'êtes pas pressé parce que vous venez d'ouvrir un espace, etc., vous semez, c'est pas grave. Mais c'est si vous devez enchaîner les cultures, c'est bien de plutôt planter. Ouais. Par contre, ta biomasse, tu la fais pas en plan. Ça peut, en fait, ça dépend de la taille du jardin. Hein. Moi, chez moi, nous, on essaie de la faire en plan quand on essaie de la faire, mais ça fait 2 ans de suite qu'on se fait tout dégommer par les oiseaux pour les graines. Quand on a les semis sur place, les oiseaux, ils bouffent tout. Les plants, c'était les limaces l'année dernière. En gros, cette année, nous, engrais d'hiver, pas mal. Engrais d'été, 0. Quoi. Donc, il y a aussi la réalité du terrain. Sachant qu'on n'était pas hyper à fond dessus. Mais c'est exactement le genre de plante. Amarante, tournesol et maïs, ça peut se planter sans aucun problème. C'est aussi des grosses graines, donc ça peut se semer sans aucun problème. Tout ça, ça va, encore une fois, dépendre de la taille de ton jardin. Et puis, qu'est-ce que tu fais avant? Parce que là, pour planter ta biomasse, juste avant, non, tu as toujours des engrais verts. Donc en plus, c'est plus facile de planter que de semer dans un engrais vert de céréales, parce que tu as des touffes comme ça et tout ça. Ça dépend de la taille du jardin. Tout ça, il faut inventer un peu toutes les méthodes. Hein. C'est une voie d'exploration. Okay, c'est pas un système certifié, c'est comme ça qu'il faut faire, ça va être super. C'est la seule voie d'exploration que j'ai trouvée pour l'instant pour prendre en compte la production de biomasse. Et donc on comprend aisément que pour un maraîcher pro, c'est compliqué d'insérer ça dans son planning de la semaine. Parce que ça prend beaucoup de temps, et qu'il n'a pas de temps. C'est pour ça qu'il faut réinventer le métier de maraîcher. Donc on prend l'exemple, on le fait ensemble, on fait la biomasse, on a dit on la plante le 1er mai, on la détruit, on peut la détruire à partir du 20 août. Quel chou vous mettez, ou quel crucifère, excusez-moi, vous metteriez pour enchaîner avec votre biomasse, et quand est-ce que vous détruiriez votre biomasse? Alors on part sur le chou rave. Un chou rave, là vous avez une proposition de chou rave. Date de plantation. Date de plantation du chou rave, octobre. C'est tard, ça. Juillet, 1er octobre. Transplantation. Hein, Je comprends pas pourquoi c'est tard. Destruction de la biomasse, on a jusqu'en de octobre. ligne alors peut-être. Ah oui. Oui, c'est juillet-août. Ah oui, on convient. Mais en fait, c'est cette gymnastique qu'il faut que vous ayez en tête. C'est que les dates de destruction de biomasse ou de semis de biomasse ou d'engrais verts, elles sont extensibles. On peut jouer avec.
Comment? C'est bon le chou rave parce que ça permet de pousser la biomasse jusqu'au premier Bah non, repas. donc c'est bon. On pousse la biomasse, donc destruction de biomasse pour notre chou rave. Dans les 15 jours avant, là, quand c'est à maturité, les grosses plantes, elles vont jamais repousser. Hein. Vous pouvez me détruire et planter dans la foulée, quoi. Okay, donc, on pourrait avoir cette option-là avec le chou rave qui nous amène, et après je vais demander aux autres, où est-ce que ça nous amène le chou rave? Récolte. Donc, mi-janvier. Vous êtes bien conscient que si tu plantes le 1er octobre, c'est en noir la récolte. Hein, Ça, c'est bien fait. Ça, c'est sous abon. Il faut regarder en plein champ. PC. Bah, du coup, c'est un marronnet. On n'a pas bien vu la destruction. Il faut regarder pour le. Ça dépend si on marque sans. PC. Et ça veut dire quoi? Sous-abri. Plein chaud. Ah oui, mais c'est pas bon. C'est trop tard pour le plein champ. Okay, donc, soit nous on mettrait, donc on peut pas le planter en plein champ. Autre crucifère à partir du 15 août, c'est pas un bon candidat. Et on peut pas mettre du chou rave le 15 août. Parce qu'en plein champ, Non, plein champ, c'est Chou rave, plein champ. Il n'y a pas une deuxième tournée, mais j'en ai fait en automne du chou rave. Si, il y a une deuxième période. Tu as deux options. Tu as deux options en plein champ. Ok. Chou rave, mauvais candidat. Deuxième candidat dans les crucifères. brocoli. Alors on a un brocoli ici, date de plantation du brocoli. Brocoli, c'est en. Date de plantation, c'est septembre. Fin juillet. Mi-septembre. Fin juillet à septembre. Donc destruction de mon engrais vert un peu tôt. Je récolte pas le maïs ni les graines de tournesol, ou quelques maïs, c'est possible si on l'a planté tôt quand même. Donc on y va. Notre brocoli, 1er septembre, implantation. Donc ça veut dire que j'ai fait partir mes plants de brocoli, ou je les achète fin août. Mais si je les sème moi et que je les fais, c'est au moins 6 semaines avant, quoi. Hein, au moins 6 semaines avant. En fait, c'est 8 semaines avec le temps de germination. Donc c'est 2 mois avant. C'est-à-dire que si je les sème le 1er août, le 1er septembre, le 1er juillet, j'ai commencé mes semis de brocoli. Mais sinon, je les achète à mon pépinière, histoire à mon maraîcher. Okay, donc ouais. Au moment du coup où tu implantes là tes brocolis, non, si ça, tes brocolis, Ouais. tu coupes ton tournesol par exemple et tu le mets au sol et Tu broies. tu broies. Il faut broyer avec ces techniques-là, il faut broyer. Ou alors, tu le remets sur la planche que tu viens de couper. alors on peut se poser la question, si j'implante un chou brocoli grand comme ça, on est 1er septembre, pour mes bactéries il faut du noir absolu, oui je veux mulcher mon chou avec les broyades tournesol directement. Si je devais semer une carotte, on ferait des techniques pour avoir des lignes propres et du mulch entre eux. Voilà. Et des techniques, ça pourrait être prendre, mes maraîchers font comme ça, ils prennent une gouttière, ils balancent le mulch, ils enlèvent la gouttière, et la gouttière ça trace la ligne de mulch. Ça c'est avec les mulches épais. Avec les mulches de paille, qu'on n'utilisera pas nous dans la plupart des cas, je vais écrire un coup, non, un râteau c'est un peu long, eux ils prennent la débroussailleuse avec le fil, puis ça écarte la paille. Voilà. Donc il faudra trouver des techniques qui fonctionnent. Après là c'est un modèle, il faut réfléchir. Donc on est bien sur notre brocoli, on le plante le 1er septembre, on l'aura semé aux alentours du 1er juin, dans la première quinzaine de juillet, pardon, excusez-moi. 1er septembre, on plante notre brocoli. Quand est-ce qu'on commence à récolter notre brocoli? Alors, le brocoli. Entre octobre et novembre. On le sème et on récolte fin septembre. Et fin septembre. Ou bien jusqu'à fin février. Donc on est d'accord, si le 1er septembre, c'est pas la première date, comment il faut lire le tableau, c'est si le 1er septembre, date de plantation, c'est pas la première date de plantation. Non, la plantation donc, elle se fait mi-juillet, il les récolte à partir de fin septembre. Donc quand tu plantes mi-juillet, tu récoltes en fin septembre, quand tu as planté le 1er septembre, tu récoltes à la fin, au mois de fin octobre peut-être. C'est ça. Okay, donc on décale. Donc nous, on sait que si j'ai mis brocoli ici, je vais commencer à récolter fin octobre. Si vous êtes tout seul et que vous avez une planche de 30 mètres, vous allez en bouffer tout l'hiver. Oui. Si, ça va dépendre un peu de quand est-ce que ça va être libre, votre planche. Donc on va faire une moyenne. On va dire que votre planche, si vous la commencez à la récolter
elle a mangé fin octobre, on va dire que mi-décembre, elle est prête. Et vous avez bouffé vos brocolis en un mois et demi, vous n'allez pas me faire des rangées de brocolis de malade, je pense pas. Mais pourquoi pas? Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ça a une incidence, la longueur de vos buts et la fin de la récolte. Surtout en hiver, ça bouge pas trop, alors que le brocoli, à une autre saison, ça peut monter en fleurs très vite. En hiver, ça bouge en moins. Mais pour une autonomie alimentaire, en fait, ça peut être intéressant aussi d'échelonner les semis, quoi. Bien sûr. Mais Là, là, on ça va... complexe encore plus. Voilà, c'est pour ça. Là, on fait la méthode simple. Puis plus tu maîtriseras l'outil, plus tu pourras faire des variations, tu pourras faire des associations sur le rang, sortir un peu des trucs, etc. En fait, l'important, ça va être ces deux trucs-là. Le reste, après, tu vas pouvoir faire un peu comme tu veux. Donc, ça nous amène mi-décembre. Okay, et puis, à mi-décembre, je vois que je dois, après, mon impératif, ou on va dire le 1er janvier pour aller plus simple, mon idée, c'est d'aller sur la famille verdure racine. Okay, donc là, le 1er janvier, je trouve quelque chose, soit je dois trouver des salades à mettre, soit des carottes, soit des légumineuses, enfin les carottes, je dis, ça peut être des céleri, etc., soit dans la famille des légumineuses, ou dans les verdures asiatiques, ou les choux de Bruxelles. Les choux cakes. Donc, trouvez-moi, non, qui doit pas tenir, qui doit prendre le plus vite possible la place, et après, notre idée, je sais qu'après, j'ai la prochaine étape, c'est l'engrais vert d'hiver. Donc en fait, j'ai du 1er janvier jusqu'au quasiment jusqu'au 15 novembre pour nos engrais verts d'hiver. Donc j'ai quasiment toute l'année pour cultiver. Là, il faut que j'envoie du légume, quoi. On peut faire une mâche sous abri quand même pour qu'elle sorte correctement. La mâche est une option correcte avec un petit voile de forçage ou un truc. En fait, ça dépend où on est. Chez moi, il faudrait que je cours un peu. On peut faire des salades. Il y a d'autres options, et j'aurais vous montrer qu'on peut peut-être attendre un peu pour mettre les premières légumineuses. Peut-être les fèves. Des fois, ce que je vais vous montrer, c'est que des fois, il va falloir peut-être attendre un mois, ou alors sinon on met des salades, et entre le moment de salade, on sait qu'on mettra une légumineuse un mois et demi après. Comme ça, la salade est presque prête, elle finit de grandir. Elle va grandir longtemps, en fait, elle sera à moitié prête au bout d'un mois et demi, et puis et ça cohabitera avec les fèves pendant un mois et demi. Fin janvier, ça dépend de la région, quoi. Mais fin janvier, tu peux implanter les fèves. Dans les légumineuses. Non, mais il n'y a pas la plantation. C'est un semis. C'est parce que c'est un semis. Les grosses graines, en général, on les sème, notamment les légumineuses, effectivement. Pois, fèves, haricots, on fait pas... Quoi que les haricots verts, j'ai vu de la plantation, hein, même chez notre ami à Pansel. Donc, on pourrait très bien... Ce que je vous montrer, c'est que ça peut être un peu plus complexe que ça. Donc, on fait une salade, alors on choisira une variété de salade adaptée à cette période-là, choix variétal important. On met une salade, mais comme la salade, elle ne dure pas trop longtemps, peut-être que je peux directement, après, un mois et demi après, implanter une légumineuse dans mes salades, finir les salades, et puis partir sur ma fève, qui va me durer. Quand est-ce que je commence à récolter les fèves si je la plante tôt? Alors, D'avril à juillet. d'avril à juillet. Et ça va s'étaler jusqu'au mois de juin. Jusqu'au 15 juin, on va dire. 15 juin. Ouais, c'est ça. Sachant que les fèves, on peut les stocker en sec et c'est pas mal du tout. Hein. Moi, nous, on n'est pas très doués sur les fèves. Je t'avouerais qu'on n'en fait pas, alors qu'on adore ça, mais on n'est pas très doués. Donc, ça nous amène jusqu'au 15 juin. Ok, 15 juillet. 15 juin, parce qu'on l'a planté, on les a tôt. Verdure racine, on est toujours là-dedans. Donc, qu'est-ce que je peux mettre à partir du 15 juin? Et je rappelle que j'ai jusqu'au plus tard, 15 novembre, je dirais 1er novembre pour être sûr, jusqu'au plus tard, 15 novembre. J'ai encore du temps pour implanter. Donc là, on n'ira pas vers une légumineuse, on est OK? Ah, on vient de faire une légumineuse, on ne remet pas un haricot vert ou un truc comme ça. Salade, les salades, vous allez voir, en fait, moi je trouve que c'est des bons bouche-trous et c'est des bons trucs à mettre en association parce que ça va vite. OK? Donc salade, ça ne va pas faire notre culture principale. Ça va être souvent une culture d'association. Parce que ça va très vite et voilà. Carottes. Donc si on a des carottes le 15 juin, quand est-ce qu'on commence à les récolter? On les récolte à partir de octobre. Voilà, c'est plutôt des carottes de conservation. Donc, Chou de Bruxelles, il marche. comment? Le chou de Bruxelles, il marche pas. Alors, chou de Bruxelles, c'est OK pour la période d'implantation, mais le chou de Bruxelles, et là il faut l'accepter, le chou de Bruxelles, je suis OK avec ça, il va nous faire sauter l'engrais d'hiver. Ah ouais, d'accord. Mais en fait, il n'y a pas tellement de problème avec ça.
parce que lui, il va quand même venir couvrir le terrain. Et de toute façon, chou de Bruxelles et panais, ils vont toujours nous faire sauter les engrais d'hiver, sauf si on arrive à les intégrer. Parce qu'ils ils sont sur 2 périodes. Chou kale, chou de Bruxelles et panais, tu les plantes tôt dans la saison et tu les bouffes pendant l'hiver. Donc ça te fait décaler. Donc on pourrait mettre un chou de Bruxelles et décider cette année-là, sur cette planche-là, du jardin numéro 1, parce que le jardin peut être composé de plusieurs planches, de faire sauter une planche d'engrais vert d'hiver. En fait, c'est pour ça qu'on est en surplus de biomasse. Comme ça nous laisse une flexibilité. Si tu rates, si tu pousses un truc, tu vois, ça laisse une petite flexibilité. Donc si on faisait ça, après nos faibles, on peut très bien faire un chou de Bruxelles, et puis c'est que ça nous fasse sauter l'engrais vert d'hiver. Petit truc, on vient de faire une légumineuse, on a fait gourmand, ah oui, c'est ça qu'il faut après prendre en compte. On avait fait un chou, qu'est-ce qu'on avait fait comme chou? Chou rave. Chou brocoli, donc chou brocoli gourmand. Moi, les gourmands, je les mets en rouge dans les tableaux. Chou brocoli gourmand, légumineuse vert, ça apporte de l'azote. Donc après, on peut même presque repartir sur un gourmand ou sur un pas beaucoup gourmand, ou sur un moyennement gourmand, le chou de Bruxelles n'est pas gourmand. Voilà. Bon, là, c'était pas très pertinent. Le chou chinois, par exemple, c'est une variété de chou, et de mettre 2 choux à suivre. Il y en a un qui est gourmand et un qui n'est pas gourmand. Pas bon, non, pas bon. Pas bon. Altis, punaise du chou, tous les prédateurs. Si on fait des séparations aussi longues entre les cultures, c'est pour les prédateurs. Pour éviter qu'ils reviennent. Surtout les choux, c'est des trucs où il y a plein de prédateurs. Il y a beaucoup de prédateurs. Ok, donc le chou de Bruxelles, c'est une option. Et puis du coup, on sauterait notre engrais vert. Si je ne veux pas faire sauter mon engrais vert, qu'est-ce que je peux choisir le 15 juin qui m'amène au plus tard au 15 novembre? Si je faisais des carottes, c'était censé être des carottes de conservation, finalement. Non, ça nous poussera trop loin là. Bah, ça va jusqu'à 15 juin. ça va jusqu'à Pourquoi? mi-novembre. Alors que cucurbitacées. Ça va jusqu'à mi-novembre. Franchement, mettre des tomates le 15 juin pour être obligé de les couper, parce que les couper le 1er novembre pour implanter l'engrais vert. Ou alors, Concombre. allez, ouais, concombre, cucurbitacées. Et solanacées, mais non, on est toujours dans les verdures racines, excusez-moi. Oui, on est toujours dans les verdures racines. Un céleri, par exemple, donc date d'implantation du céleri, tu vas voir. Céleri branche, mai à juillet. Voilà. Et il se récolte avant novembre. Il se récolte avant novembre. Donc un céleri branche, ça irait bien, et après on importe notre engrais vert d'hiver. Ça irait bien. Attends, je voulais vous donner un petit exemple qui était intéressant. Oui, pour les carottes. Oui. Qui font bien partie des apiacées, donc de la truc verdure racine. Si on met des carottes le 15 juin, j'ai dans la tête qu'en fait c'est normalement des carottes de conservation qui vont rester en terre, bien protégées du gel et que je vais pouvoir manger pendant tout l'automne et le début de l'hiver, voire tout l'hiver ici où il n'y a pas trop de gel. Ben, si je fais ça, je peux les récolter le 1er novembre, avant d'implanter mon engrais vert. Puis là, je les mets dans ce qu'on appelle des silos, où je vais les garder dans des caisses avec du sable, etc. Puisque ce sont des carottes de conservation. Mais il faut bien avoir en tête que quand tu mets des carottes le 15 juin ou en juillet, c'est pour la conservation. Donc, si tu les tires de terre, il faut que tu te démerdes d'avoir un bon système de conservation. Et ça marche, hein, dans du sable, dans une cave pas trop humide, ça marche. Mais il faut y penser. Voilà, et puis après, on retournerait sur notre engrais vert d'hiver. Donc on aurait choisi soit, là, si on était ici, par exemple, c'est-à-dire plutôt pauvre, j'irais pas vers un blé, par exemple. Le blé, c'est trop gourmand, j'irais vers un seigle. Pas beaucoup d'azote, c'est plutôt pauvre. Après, il faut avoir les bacs de culture. Vu que c'est en bac, ça peut être différent. On a besoin de structurer, de nourrir, voilà, soit un seigle, soit une avoine, pas trop gourmand, avec une veste ou une févrole ou un pois fourragé. Boum, j'implante ça 1er novembre. Je balance jusque le 1er mai, je coupe, j'implante la biomasse le 15 mai, et après je reviens sur un autre verdure racine. Donc après il faudra que je refasse le même processus. Vous voyez un peu le mécanisme? Ce qui est important de comprendre, c'est les fenêtres. Il y a un moment où en fait toi, tu dois regarder ça et tu dois te dire ah, quand je commence une culture ici, ça commence au plus tôt le 20 août et au plus tard au mois d'octobre. Et puis après, la prochaine étape, le prochain engrais vert, c'est 1er septembre ou 15 novembre. Donc j'ai tout ça pour faire les légumes qui sont indiqués dans ces deux familles-là. Et vous essayez d'enchaîner le maximum de légumes. Ouais.
Pourquoi sur l'année 2 et l'année 3, en fait, entre les engrais verts d'hiver et la biomasse, tu retrouves la même famille qui est verdure racine? Tu n'aurais pas plus intérêt à décaler, sauf s'il y a plusieurs familles dans la C'est famille. pour ça. C'est parce que la famille verdure racine, elle nous donne la liberté de choisir ce dont on a vraiment besoin en fait dans toutes ces familles-là. Donc si tu as pris un crucifère, il ne faudra pas reprendre un crucifère. Il n'y a pas de crucifère là-dedans. Tu dois la placer, par Voilà. exemple, tu vas pas remettre un Ce serait mieux de pas le faire. Mais tu as eu un an de culture entre eux, quoi. Donc en fait, c'est pas. Mais t'as raison. En fait, les familles verdure racine, c'est pas les familles, si vous vous rappelez de ce que disait Jean-Martin Fortier, c'est pas les familles qui méritent les 4 ans entre eux. C'est les autres familles qui méritent les 4 ans entre eux. Et si on regarde, normalement, on les a bien. Année 1, je devrais la retrouver en année 4 ou en année 5, le crucifère. Je ne devrais pas avoir de crucifère avant. 6. En 6, donc on est largement, quoi. Les solanacées, c'est pareil. Et cucurbitacées, je ne devrais pas retourner avant l'année 8. Cucurbitacées, année 8. Et avant, on n'en a pas. Donc c'est que les grandes familles, tout ce qui est dans verdure racine, ça ne mérite pas un intervalle aussi long entre les cultures. D'après Jean-Martin Fortier, c'est pour ça que je me suis inspiré de lui, parce que lui, c'est un balèze, quoi. C'est quand même... C'était les chargeables, ça, ou pas? Oui, je vous le donne dans le... Moi, je vous envoie un truc. Ah, c'est bien. Voilà. Petite subtilité. Ça serait trop facile. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, en fait, avec ça, plus ça. Et plus, vous avez bien noté la petite subtilité verdure racine, pour ne pas vous embrouiller avec les quelques crucifères qui traînent là-dedans. Vous êtes normalement en capacité de me faire un calendrier de culture. Okay, ça va vous prendre du temps, c'est normal. C'est pour tout le monde pareil. Je veux dire, on ne fait pas ça en 2 secondes. Maintenant, quelques petites subtilités pour améliorer, pour être dans le finot du calendrier de culture, quelques petits trucs à prendre en compte quand on pense ces rotations. Enfin, quand vous devrez choisir, surtout dans les verdures racines, quel légume plutôt qu'un autre. J'espère que vous avez bien noté les dates d'implantation et de destruction, parce que c'est ça le fondamental. Sachant que chez vous, voilà, ce sera adapté. Hein, ces dates-là, toutes les dates que je vous donne de semis et tout ça, ça va être adapté au fur et à mesure. Après, vous le saurez, quoi. Moi, je sais que chez moi, après le 1er novembre, les engrais, ça ne fait pas, quoi. Du coup, quelques petits trucs supplémentaires. Règle numéro 1, on essaye d'enchaîner des légumes gourmands, exigeants, et après, on fait peu gourmand. Donc je vous donne un petit document dans les deux, il y a une petite page dans lesquelles dans les docs que je vous ai donnés qui doit retracer normalement les légumes gourmands, moyennement gourmands et peu exigeants. Si elle n'y est pas, je la ressors là, mais normalement elle y est. Deuxième subtilité, mais c'est vraiment du surplus, parce qu'en fait on gère absolument notre travail du sol avec les engrais verts et tout. Comme on est au taquet sur les engrais verts, normalement nos légumes, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais si on veut faire encore un petit point de subtilité supplémentaire, on peut regarder les profondeurs d'enracinement. Il y a un petit document qui vous indique que les oignons, les salades, les mâches, ça a des petites racines, que les betteraves, les carottes et tout ça a des racines moyennes, que les côtes de blettes et les je sais pas quoi ont des racines profondes. Donc en fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que vu qu'on cherche à avoir un sol tout le temps enraciné, de manière à travailler le sol et à nourrir tout le monde, si vous enchaînez deux cultures à la suite qui ont des enracinements faibles, vous risquez que ça se tasse un petit peu dans le fond. Pour nous qui ne travaillons pas le sol mécaniquement, c'est vraiment pas souhaitable. On a envie que ce soit travaillé tout le temps. Donc il faut faire un petit peu attention à nos profondeurs d'enracinement. Si vous n'avez pas le choix et que vous enchaînez deux cultures un peu faiblardes en racines, type oignon et mâche, c'est pas très grave, quoi. C'est pas la fin du monde, mais soyez conscients de ça. Et puis ça va vous donner une autre indication quand vous serez un peu à l'aise avec ça, pour faire des associations sur le rang. Nos associations, on va aussi les faire en fonction des profondeurs d'enracinement, si jamais. Okay, ça peut être un critère pour associer les légumes. Et là, dans le document, c'est bien listé, donc c'est assez simple d'aller vérifier.